Bienvenue à ce webinaire Tenexa et Object First. Merci d'être nombreux à nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial dans le contexte de la cybersécurité: comment rendre vos sauvegardes VIM réellement inviolables. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jérôme Fénérol et d'Olivier Dubroca de chez Tenexa, ainsi que de nos invités Jean-Victor et Dorsan de chez Object First. Alors, comme toujours, quelques petites précisions avant de démarrer. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous allez recevoir le replay à l'issue de la présentation. Les micros sont coupés pour garantir la qualité de l'échange, mais vous avez un chat à disposition, le module conversation de Teams que vous connaissez tous. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y reviendrons à la fin du webinaire lors de la session questions-réponses. Eh bien, je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Bonjour à tous, nous allons commencer par un petit tour de table. Donc, pour ma part, Jérôme Fénérol, directeur de l'activité infrastructure et projet, donc tout ce qui concerne le conseil, l'architecture, le build autour de vos projets divers et variés. Bonjour à tous, Olivier Dubroca. Donc, moi, je suis responsable technique de l'offre stockage et backup au sein du groupe Tenexa. Donc, tout ce qui est études, comme l'a dit Jérôme, études et réalisations et mise en place et conseils auprès de nos clients, mais aussi de la cellule interne sur notre cloud privé. Très bien, je vais prendre le relais. Donc, Jean-Victor Pradon, moi, je travaille donc chez Object First. Je suis Channel Account Manager, ce qui veut dire que je gère la relation entre Object First et notre réseau de partenaires, dont fait partie Tenexa, qui est l'un de nos principaux partenaires aujourd'hui en France, puisque c'est un partenaire Gold. Donc voilà, donc merci beaucoup à Tenexa d'avoir fait ce webinaire, d'avoir pris cette initiative. Merci Olivier, merci Jérôme. Et je passe la main du coup à Dorsan. Donc, Dorsan de Rodriguez, ingénieur avant-vente, très ravi d'être là avec mes homologues de chez Tenexa pour vous présenter ce que nous faisons chez Object First et parler de cyber-résilience. Très bien. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais tout d'abord vous remercier à nouveau pour votre présence à ce webinaire, que j'espère passionnant pour vous et surtout d'actualité et stratégique pour la sécurité de vos données. Donc, aujourd'hui, Tenexa, on va faire une petite passe pour quelques minutes pour faire un refresh de qui l'on est. Et j'aime à dire que Tenexa, en fait, c'est une jeune structure d'1 an et demi, mais qui porte 40 ans d'histoire. Effectivement, le Tenexa est né du rapprochement de deux structures historiques, principalement en Île-de-France, que sont Infodis et Prolival. Suite à ce... Excusez-moi, Voilà, le slide ne passe pas. Juste un instant, s'il vous plaît, excusez-moi. Okay. Voilà. Donc, ce Tenexa est donc la marque, l'entité nouvelle suite au rapprochement de nos structures fer de lance que sont Infodis et Prolival. L'objectif aussi était d'afficher une nouvelle identité pour un nouveau positionnement et Tenexa portant aujourd'hui un catalogue d'offres assez large allant du data center jusqu'au endpoint avec des solutions assez fortes autour du cloud, de la cybersécurité et globalement de vos infogérances. Donc aujourd'hui, Tenexa, du fait de ce rapprochement de structure et de ce projet d'entreprise, rentre parmi la galaxie des ESN françaises dans le top 50 pour un peu plus de 1000 collaborateurs pour 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme vous le voyez aussi, si Infodis et Prolival, comme je le disais précédemment, étaient assez représentés en Île-de-France, nous avons aujourd'hui un maillage national assez conséquent avec 7 agences en France, comme vous pouvez le voir, pour 5 centres de services aussi présents. Nous avons une entité également en Espagne sur toute la partie TMA ITSM que je vais vous présenter un peu plus loin. Comme je le disais, on est aussi assez fort positionné sur le cloud et on est hébergé entre autres sur 2 data centers que sont Penta à Logne et Equinix à Aubervilliers. Donc Tenexa, 1 an et demi d'existence, qui a été créée la marque Tenexa a été créée en avril 2024 et porte 40 ans d'histoire. Ces 40 ans d'histoire ont été ponctués d'évolutions majeures pour nos structures.
Par exemple, on parlait de cloud. Aujourd'hui, notre cloud souverain, que l'on a baptisé Horizon chez nous, a été créé en 2009, donc il fête ses 16 ans. Et ce parcours, sur ces dizaines d'années, a été ponctué d'évolutions comme la certification ISO 27001, comme la certification HDS, hébergement de données de santé, sur les 6 niveaux de certification, c'est important de le préciser, ISO 20000, ISO 9001, bref, tout un tas de certifications, d'habilitations qui viennent crédibiliser notre savoir-faire et la qualité de nos prestations. Également, on a des expertises poussées que l'on a souhaité marketer quelque part, comme vous pouvez le voir, BFA, Banque Finance Assurance, qui est très spécialisée sur le monde de l'IBM, AS400, Power, IBMI, à chacun son nom de baptême, et sur la partie applicatif métier, spécifiquement, effectivement, avec un vrai savoir-faire sur les applications du domaine bancaire. Donc, vous voyez que l'association de ces structures et l'avènement de Tenexa amène aujourd'hui vraiment une marque forte et une empreinte à un vrai savoir-faire. Donc, l'aboutissement de Tenexa aujourd'hui et notre enjeu, c'est de vous proposer un continuum de services vraiment large, répondant à l'ensemble des enjeux de la DSI, si on exclut toute la partie développement purement applicatif. Donc, notre objectif, c'est de vous accompagner sur ces 5 divisions sur le même modèle. Donc, une partie conseil, architecture, build, plutôt le mode projet, et ensuite toute une organisation opérationnelle qui va prendre en charge toutes vos activités de run, qu'elles soient sur du service managé d'infrastructure, qu'elles soient sur de l'infogérance globale, infrastructure, service utilisateur ou autre. Donc, sur ces 5 divisions, aujourd'hui, ce qui est dans l'ADN historique d'Infodis, on a le service aux utilisateurs qui va correspondre vraiment à l'accompagnement en mode projet sur tous vos endpoints, déploiement de poste, ingénierie du poste de travail, mais également sur l'expérience de vos utilisateurs et l'infogérance, l'accompagnement, le support au quotidien, au plus proche de vos users. Nous avons ce qu'on appelle l'architecture et intégration applicative, plutôt orientée sur toute la partie ITSM, ITAM, ITOM et également ordonnancement, avec des partenaires clés chez nous, que peuvent être EasyVista, Matrix 42 ou BMC, pour ne citer que. Donc là, on a une équipe d'une 50aine de consultants qui fait aujourd'hui une vraie force autour de ces sujets et qui vous accompagne sur la France entière sur ces sujets. Voilà, donc on a tendance à appeler un peu l'ERP de la DSI. La division cloud, donc avec notre cloud souverain Horizon, où aujourd'hui on fait de l'hébergement sec de vos environnements, où l'on propose aussi du BAS, du IaaS, bref, comme vous l'avez compris, un cloud aujourd'hui avec un vrai retour d'expérience depuis 16 ans aujourd'hui qu'Horizon est développé au sein de Tenexa. On n'oublie pas la partie cloud public, puisque aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous accompagner au mieux selon vos projets, selon vos souhaits, selon votre stratégie. Donc, on n'oublie pas le cloud public, l'hybridation. L'objectif est de vous proposer la solution la plus confortable, l'idéal pour vous. La partie cybersécurité, je vous l'ai dit, on était ISO 27001, on est HDS, bref, on a acquis au fur et à mesure des années une vraie expérience autour de ces sujets-là, une cybersécurité plutôt en mode opérationnel, venant asseoir les principes et les bonnes démarches d'une cybersécurité, d'une sécurité accrue pour vos environnements. Et enfin, le sujet du jour, et on va y venir, donc toute la partie service manager, infrastructure, application. Donc effectivement, on a de la même façon toute une équipe d'infogérance d'infrastructure qui vient accompagner vos runs et votre quotidien pour superviser, administrer, anticiper vos évolutions d'infrastructure. Et on a également, et la partie dans laquelle j'ai en charge, toute l'activité qu'on appelle chez nous IP, infrastructure projet, un nom de baptême fort bien choisi, où au sein d'IP, on a 3 activités principales qui sont la partie réseau et sécurité, pilotée par Jean-François Benardo chez nous, le tech lead, donc sur des sujets de firewalling, de cœur de réseau, de NAC, tous ces sujets que vous maîtrisez aujourd'hui. Une deuxième division, une deuxième activité, excusez-moi, sur la partie Modern Workplace, qui va s'adresser là plus aux environnements endpoint
et également aux environnements de travail collaboratif. Donc, bien entendu, M365, Google Workspace, ce genre de sujet. Le but du jeu, c'est de vous accompagner sur les migrations, qu'elles soient on-prem vers ces environnements ou de ces environnements M365 vers Google, par exemple, ou inversement. Bref, vous accompagner sur la migration de ces données-là. Donc, voilà. Donc, Train Point et environnement collaboratif. Et pour finir, la troisième activité portée par Olivier qui s'est présenté précédemment sur toute la partie qu'on appelle data management, mais globalement toute la sécurisation de la data au sein de vos infrastructures. Et je vais laisser du coup la main à Olivier pour vous présenter plus en détail son activité. Merci beaucoup. Merci Jérôme pour la transition. Donc oui, comme je l'ai précisé tout à l'heure, moi j'ai en charge aujourd'hui la direction technique sur la partie stockage et backup, hein, donc pour vous accompagner à la fois sur des projets de stockage de production, sur des baies primaires, etc., sur des PRA de stockage, des PCA de stockage, mais aussi assurer la sécurité de la donnée à travers nos partenaires et nos savoir-faire, dont ObjectFirst fait partie, mais ce n'est pas le seul. On a un catalogue assez exhaustif des solutions et des partenaires avec qui on peut travailler. Il peut y avoir Pure Storage, NetApp, etc. Je ne vais pas tous les citer. Vim en fait partie aussi, parce que c'est le sujet du jour avec ObjectFirst. Alors, je vais pas vous noyer de chiffres, etc. Mais pour un petit peu mettre en avant et la genèse du webinaire sur l'immuabilité des données, je voudrais vous parler de 2-3 chiffres. Est-ce que tu peux revenir sur le slide d'avant? Parce que je pense qu'il est allé trop vite. Merci. Voilà. Bon, j'ai concaténé quelques chiffres en fait par rapport à tout ce qui est cybercriminalité. Excusez-moi, aujourd'hui, c'est un sujet quand même qui est primordial au sein des DSI et au sein des entreprises. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que sur les 2 dernières années, alors j'ai concaténé sur 2 dernières années parce que mais c'est vrai sur les 10 dernières aussi, on a une augmentation forte, très forte, des attaques aujourd'hui de ransomware dans le monde. Hein, vous êtes tous au courant de ça. Les dernières actualités européennes comme Market Spencer ou Jaguar qui ont été attaquées récemment pose énormément de problèmes à remonter les infrastructures et du coup, c'est un vrai sujet. Il y a des pertes de production fortes. Donc ça, c'est un chiffre qui est très, très important. Et ce qui est important, en fait, dans ce nombre d'attaques, c'est qu'aujourd'hui, en fait, 95% de ces attaques ciblent en priorité les silos de données et notamment les silos de sauvegarde. Puisque les silos de sauvegarde, la sauvegarde est potentiellement le dernier rempart, en fait, lorsque vous faites attaquer, pouvoir restaurer votre donnée. Hein, la data, c'est quand même le cœur du SI, donc pouvoir restaurer vos données, c'est quand même la chose la plus importante possible pour redémarrer le SI le plus proprement et le plus rapidement possible. Donc, quand les attaques ciblent les sauvegardes et que les sauvegardes ne sont pas disponibles pour la restauration, vous avez une perte d'activité qui est forte, voire une totale perte, une cessation d'activité complète. Donc ça, c'est important. Et le chiffre aussi, c'est que 75% de ces attaques arrivent à la cible, c'est-à-dire que les sauvegardes deviennent vraiment inopérantes. Bizarrement, en fait, il y a bien sûr de plus en plus d'attaques, mais bizarrement, on a aussi augmenté les budgets liés à la cybersécurité d'environ 15-17%, c'est une moyenne, hein, encore une fois. Ça peut être un peu plus ou un peu moins selon les typologies de clients. Mais ça n'empêche pas que les attaques continuent d'augmenter, en fait. Donc, il y a un vrai dilemme, en fait, avec ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre à côté de ça, en fait, les fonds, ou en tout cas l'argent nécessaire sur vraiment ce qui va protéger la donnée. Et ce qui va protéger la donnée, sur le slide suivant, merci Jérôme. Avec plaisir. Voilà, ce qui va protéger votre donnée réellement, c'est le stockage en fait sur lequel vous allez déposer vos données. Alors que ce soit les données de production, même si c'est pas le sujet aujourd'hui, mais l'immuabilité n'est pas liée qu'à la sauvegarde. On peut aussi l'avoir sur des socles de production de stockage aussi.
Mais la sauvegarde, en fait, avec une rétention qui est plus longue, etc., c'est là où on va positionner la sécurité la plus forte. D'où l'idée d'amener l'immuabilité sur ces silos, puisque l'immuabilité, dans sa définition, c'est le fait que les données que vous allez déposer ne sont pas modifiables, pas supprimables, ni altérables dans un délai que vous avez défini. Alors, ça peut être à vie, ça consomme de l'espace, mais ça peut être à vie ou ça peut être sur une période. Et en tout cas, ça va vous laisser le temps et ça va vous garantir le fait que la donnée, elle est présente et que vous allez pouvoir la restaurer. L'étudier dans un cadre potentiellement d'une cyberattaque, on va pouvoir restaurer sa donnée, analyser si potentiellement elle est, s'il y a des ransomware qui sont présentes à l'intérieur et à ce moment-là, nettoyer cette donnée-là avant de la restaurer. En tout cas, la donnée, elle est là. Elle n'est pas chiffrée, elle n'est pas, voilà, elle est exploitable complètement en fait par le SI. Et du coup, ça permet de garantir en fait un rétablissement. Alors le temps, ce qu'on appelle aujourd'hui le temps, le RTO ou le cyber RTO, puisque c'est plutôt comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, est garanti en tout cas, et ça va vous permettre de redémarrer votre SI assez rapidement. Dans ce cadre-là, en fait, et c'est pour ça qu'on a monté aussi ce webinaire, Tenexa, on travaille étroitement avec certains acteurs, dont Objectforce fait partie et Vim fait partie, pour vous proposer en fait une solution. En tout cas, on essaye clé en main pour répondre à cette problématique de la protection de vos données de sauvegarde. Donc, je vais laisser la main à Jean-Victor qui va vous présenter un peu plus en détail la solution. Effectivement, donc merci infiniment Olivier et Jérôme pour cette introduction. Je vais donc partager mon écran à mon tour et vous me confirmez quand vous le voyez. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? De mon côté, c'est bon. C'est bon. Oui. Côté... Parfait. Bon. Je vois plein de pouces. Parfait, merci. Tu peux y aller, Jean-Victor. Eh ben, c'est parfait. Alors, donc merci encore à Tenexa pour ce webinaire. Effectivement, donc tu l'as parfaitement introduit, Olivier. C'est un enjeu majeur de la notion d'immuabilité autour de la sauvegarde des données. Donc l'idée, ça va être de vous proposer cette solution, donc Object First, qui est ni plus ni moins qu'un stockage de sauvegarde avec un gros volet sur la partie sécurité. Parce que bien que nous soyons une société de stockage, nous nous revendiquons avant tout comme une société de sécurité. Et vraiment, l'objectif numéro 1, c'est de venir sécuriser vos sauvegardes Vim. Donc, Object First, pour le définir en une phrase et avec toute la modestie qui nous caractérise, nous sommes donc le meilleur stockage pour Vim. Donc, on va bien sûr vous faire cette démonstration pour revendiquer pourquoi nous sommes le meilleur stockage pour Vim, mais la première chose à retenir là-dessus, c'est que nous sommes dédiés uniquement et exclusivement à Vim Software. C'est-à-dire que nous nous intégrons uniquement lorsque Vim est utilisé comme logiciel de sauvegarde. Ça, c'est la première chose, mais avant de vous expliquer, vous en dire un peu plus sur Object First, je vais vous redonner quelques données marché. Alors, Olivier, tu as parfaitement situé le contexte, donc je vais vraiment faire très rapide là-dessus. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est pourquoi on existe, ou du moins pourquoi nos fondateurs ont décidé de créer Object First. Donc c'est pour 3 raisons. La première raison, bon, c'est l'explosion des ransomware. Ça, on le sait tous que depuis le Covid, les ransomware sont devenus une des préoccupations majeures de la plupart des DSI, de la plupart des sociétés. Et quand on regarde un ransomware, qu'est-ce qui est la cible dans 93% des cas? C'est ce fameux stockage de sauvegarde. Pourquoi? Parce que si je cible le stockage de sauvegarde et si je le cryptolock, donc je modifie les données qui sont hébergées, je ne peux plus lancer une restauration et c'est là où je suis le plus à même de payer une rançon. Donc c'est pour cette raison-là que l'immuabilité est devenue une notion ou du moins un standard presque de plus en plus important au niveau du stockage sauvegarde, puisque une donnée, comme tu l'as très bien dit Olivier, une donnée qui est immuable ne peut pas être modifiée ou supprimée, donc elle ne peut pas être cryptoloquée. Voilà. Donc c'est la première raison et je dirais la notion la plus importante de la raison pour laquelle nous existons aujourd'hui.
Les deux autres sujets sont la notion de complexité au niveau du SI. Bon, je pense qu'on est tous convaincus qu'aujourd'hui, gérer un SI, ça demande des compétences et des compétences avancées. Si maintenant je me mets à l'échelle de la sauvegarde, aujourd'hui, si je parle de Vim, Vim est une solution qui est quand même simple d'utilisation, mais qui est quand même beaucoup plus complète que ce qu'elle était à l'origine, puisque maintenant il y a pas mal d'intégrations avec Vim, avec d'autres logiciels comme Splunk, Palo Alto, quoi, pour en citer quelques-uns. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on continue à consacrer tout votre temps dans votre console Vim et on va vous ramener un maximum de simplicité au niveau du stockage de sauvegarde. Et le dernier point, bon, c'est la puissance. Là, encore une fois, je vais vous donner donc un chiffre très important, donc qui est de 82%. Donc, dans 82% des cas, on se rend compte que quand on va vouloir restaurer, ce qui est quand même l'objectif premier d'une sauvegarde, ben, les performances ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est aussi notre volonté d'aller cocher cette case-là sur la partie puissance. Donc, fort de ce constat-là, nous avons nos deux fondateurs, donc qui sont Ratmir Timashev et Andrei Baronov, qui ont décidé de créer Object First en 2021. Donc, nous sommes une société relativement récente, mais nos deux fondateurs, eux, ne sont pas complètement récents sur le marché de l'informatique, puisque ces deux mêmes personnes ont eu une autre idée un peu plus il y a quelques années, en 2006 exactement, puisqu'ils ont décidé de créer une société qui allait sauvegarder les environnements virtualisés par VMware. Donc cette société, quand ils l'ont créée, ils l'ont appelée Vim Software, donc ça s'appelle toujours Vim, et Ratmir et Andrei ont décidé de vendre Vim en 2019. Donc grosso modo, ils ont créé Vim, et ils ont fait également le succès de Vim, puisqu'ils ne l'ont vendu qu'en 2019 pour à peu près 5 milliards de dollars. Donc clairement, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes très proches de Vim, c'est que nous avons donc les mêmes fondateurs. Donc ces deux mêmes fondateurs, après avoir vendu Vim, se sont dit ben, comment est-ce que je peux venir améliorer l'expérience de nos utilisateurs Vim, et la meilleure façon, c'est d'améliorer la fameuse résilience des données. Donc comment je vais comment je vais permettre cela? Ben, tout simplement en proposant une offre de stockage, de sauvegarde, donc un repository de sauvegarde, qui va être complètement imperméable au ransomware, et pour cela, grâce à une immuabilité intégrée. Pourquoi on dit cette notion d'intégrer est très importante? C'est que chez nous, l'immuabilité, elle est par défaut, elle est native, on ne passe pas par une phase de déploiement, de configuration quelconque, non. C'est clairement une boîte qu'on va vous donner, et cette boîte sera donc immuable par défaut. C'est très important d'avoir cette notion-là, puisque ça va faire une différence entre Object First et d'autres solutions du marché. Mais bon, Dorsan, qui est ici présent, va ensuite vous faire une démo. Donc, vous verrez exactement comment ça se passe. Et l'objectif et l'ambition, donc, c'est de venir accompagner donc, les clients Vim dans leur fameuse stratégie Zero Trust. La stratégie Zero Trust, c'est tout simplement les bonnes conduites à avoir pour venir permettre d'avoir une bonne stratégie au niveau de sa résilience des données. Donc voilà comment Object First est né. Voilà d'où nous venons. Nous nous appelons donc Object First, c'est le nom de la société, mais nous avons une solution au catalogue, et cette solution s'appelle OODB. OODB, qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme de Out of the Box Immutability. Et les trois forces de cette solution, elles reposent sur ces trois piliers qui sont la sécurité, la simplicité et la puissance, pour répondre tout simplement aux exigences marché que j'ai évoquées il y a 2 slides. Donc la notion de sécurité est quasiment la plus importante, puisque bon, c'est le nom de notre solution, Out of the Box Immutability. Donc si je le traduis en bon français, dès lors que je vais sortir de la boîte, je suis immuable par défaut. Donc on revient sur cette notion d'immuabilité intégrée, dans le sens où la boîte est une boîte noire dans laquelle on a retiré les principales commandes, que ce soit l'accessibilité à l'OS, que ça soit l'accessibilité au RAID, ou tout simplement l'accessibilité à un compte-route. Ce qui veut dire que l'immuabilité, une fois qu'elle a été définie sur un laps de temps donné, elle ne pourra en aucun cas être modifiée par qui que ce soit, aussi bien au sein de votre entreprise, aussi bien au sein de Tenexa, votre intégrateur, aussi bien au niveau d'Object First. Donc, vraiment, pour être basé sur ce principe que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui de Zero Trust, donc c'est-à-dire je ne fais confiance à personne, donc je ne fais confiance à personne au sein de mon SI, à personne au sein de mon intégrateur, et même à personne au sein de mon fournisseur. C'est complètement une boîte noire
qui va avoir un seul et unique use case, venir accueillir les sauvegardes Vim et garantir à 100% cette immutabilité. Donc l'avantage, outre le fait que ça soit ultra sécurisé, c'est qu'étant donné que la plupart des commandes ont été retirées et que le use case est on va dire dédié à un seul cas d'usage, ben c'est extrêmement simple à prendre en main. Ça ne prend que quelques minutes à déployer, ça ne prend que quelques minutes à faire évoluer. Et en termes d'administration, vous avez une console web et vous aurez juste à y aller de temps en temps pour faire vos mises à jour qui nécessiteront que quelques clics. C'est tout. Voilà. Bon, ça, Dorsan, on revient dessus juste après, donc je ne vais pas plus étayer. Et enfin, le dernier point, bah, c'est la notion de puissance. Donc nous, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dédiés uniquement, exclusivement à Vim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vient cocher toutes les cases des fonctionnalités de Vim. On ne cherche pas à séduire d'autres logiciels de sauvegarde, on ne cherche pas à être compatible à d'autres logiciels de sauvegarde. Donc clairement, le développement d'Object First a été fait uniquement pour Vim. Donc on vient permettre d'aller tirer parti, on va dire, à 100% de toutes ces fonctionnalités. Et donc on a des performances au niveau de la restauration qui sont boostées, clairement, puisque bon, bah, en vitesse d'ingestion pour un cluster de 4 nœuds, on peut monter jusqu'à 8 Go. Mais si je vous parle typiquement de l'instant de VM Recovery, donc qui est une des fonctionnalités de phare de Vim qui vous permet de redémarrer votre production directement depuis le stockage de sauvegarde en seulement 2-3 minutes, ben, si je prends un cluster d'un seul nœud, vous allez pouvoir donc redémarrer 20 VM en quasi instantané. Donc c'est plutôt pas mal en termes de performance. Donc voilà. Je vais terminer sur ces deux dernières slides. La dernière, c'est cette notion de sécurité, cette notion de zéro trust. On se l'est appliquée à nous-mêmes, puisque nous avons donné notre appliance et nous l'avons fait tester par un cabinet externe qui s'appelle NCC Group, voilà, qui est un cabinet de test de pénétration. On leur a donné l'appliance, on leur a donné les codes admin, et on leur a dit, allez-y, essayez de casser l'immuabilité, de modifier, de supprimer une donnée. Ils ont sorti un rapport, ce rapport est public et complètement disponible sur notre site internet, et qui prouve tout simplement qu'eux-mêmes n'ont même pas réussi à modifier ou supprimer une quelconque donnée. Donc tout simplement pour vous dire que le Zero Trust, on se l'applique également à nous-mêmes. Et je vais conclure là-dessus avant de passer la main à Dorsan avec cette slide-là. Donc voici l'intégralité de notre gamme Woodbee, qui va tendre à évoluer sur les prochaines semaines, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, aujourd'hui, voilà, sachez que nous avons donc 6 appliances au catalogue. Nous démarrons à 20 Tera et on peut monter jusqu'à 432 Tera. Donc, ce sont des appliances que vous pouvez complètement monter en cluster, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles sont complètement mix and match, c'est-à-dire que vous pouvez partir sur une 144, ajouter une 40, puis ensuite une 432. Bref, vous faites comme vous le souhaitez. Et le cluster max, au sein d'un même cluster, on va pouvoir mettre 4 appliances de 432 Tera. Et Vim vous permet de gérer jusqu'à 4 clusters. Donc, clairement, c'est pour ça qu'on dit qu'on peut répondre à des usages allant de 20 Tera jusqu'à 7 pétas de données, si bien sûr je monte jusqu'à 4 clusters. Donc voilà, ces modèles-là sont en mode acquisition pure, c'est-à-dire vous allez passer en mode CAPEX, c'est-à-dire vous allez acheter cette appliance et vous allez simplement payer du support pour 3, 5 ou 7 ans. Et depuis début septembre, vous l'avez également disponible en mode OPEX, c'est-à-dire que vous allez donc acheter l'appliance en fonction d'un volume dont vous avez besoin et vous allez payer de façon mensuelle. Voilà. Ça, on aura l'occasion, si jamais vous êtes intéressé, de revenir dessus au travers de vos interlocuteurs directement chez Tenexa. J'en ai terminé, je vais passer la main à Dorsan avec cette slide-là. Dorsan. Parfait, merci beaucoup JV. Je vais parler rapidement avant de basculer sur la partie démonstration du fonctionnement de notre appliance Woodbee et comment nous on s'intègre avec Vim Backup Réplication. Donc déjà, comme vous le voyez à l'écran, on a les différents éléments de production, que ce soit physique, virtuel ou dans le cloud. Et puis on va directement arriver à sauvegarder ces différents éléments grâce à l'outil Vim Backup Réplication ou bien VBO pour la partie Microsoft 365. Et on va bien sûr respecter les bonnes pratiques telles qu'elles existent déjà, avec le proxy de sauvegarde, avec le serveur passerelle pour rajouter des éléments sécuritaires. Et puis après, on va pouvoir déposer ces données sur un cluster. Donc, si on continue sur la partie déploiement, on va avoir un bucket.
où on va déployer nos machines virtuelles, nos applicatifs cloud, les différents éléments qu'on souhaite sauvegarder sur un nœud de notre cluster. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, automatiquement, grâce à la fonctionnalité qu'on appelle Smart Storage API de Veeam, en fait, on aura justement la capacité d'avoir sur les 2 cartes réseau ces machines virtuelles distribuées ou bien ces applicatifs distribués de manière à ce qu'il ne faut pas faire du load balancing séparé. Donc, tout sera rééquilibré de manière automatisée en mode boîte noire, 0 configuration requise. Et donc ça, c'est pour la partie si on est en monocluster. Mais si, comme vous le voyez, on étend le cluster à 2 nœuds, à 3 nœuds ou à 4 nœuds, en fait, on va avoir un rééquilibrage de tous les buckets, de toutes les données, de manière à ce que justement ces mêmes données soient distribuées pour avoir une vraie redondance au niveau du cluster. Et c'est là où en fait, on a un énorme gain de temps en termes de MCO, en termes de gestion de la donnée. En fait, tout est transparent vis-à-vis de Veeam. Si on rajoute un deuxième nœud, il verra simplement moi, j'ai plus d'espace de stockage, je détecte automatiquement qu'il y a plus de cartes réseau, plus de performance. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a vraiment ce qu'on appelle des performances qui sont linéaires en fonction de la croissance de notre cluster. Tandis que, par exemple, avec d'autres solutions, on n'a pas nécessairement cette même linéarité au niveau des performances et au niveau de la capacité de gestion. Et donc, c'est là où il y a un vrai intérêt aussi, c'est que comme on se base sur le stockage objet, à chaque fois qu'on dépose une image de sauvegarde dans un bucket, il y a les métadonnées qui y sont associées. Et il ne faut pas recentraliser chaque fois via un catalogue central qui serait hébergé sur un nœud ou l'autre du cluster. Et c'est ça l'avantage aussi, c'est que Veeam aura cette visibilité, que c'est du stockage objet, donc en capacité de facilement déplacer, restaurer cette donnée. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on peut avoir la capacité d'atteindre des niveaux de service très très élevés sur la partie RTO, RPO. Donc voilà pour ce diaporama. Moi, je vais basculer sur la partie démonstration, mais entre-temps, n'hésitez pas à nous poser les questions en fur et à mesure qu'on avance sur la partie démonstration. Donc, juste pour moi, n'hésitez pas à me dire si vous voyez mon écran. Normalement, ça devrait être bon, mais au cas où, je te confirme. Génial. Merci beaucoup pour tous les pouces. Parfait. Donc, moi, je vais directement passer sur la partie démonstration de l'interface. Donc, comme vous voyez, en fait, c'est une interface web qui est hébergée, bien sûr, localement. Et dans ce cas de figure-ci, pour le but de la démonstration, j'ai simplement fait la partie sans MFA, mais bien sûr, on prend en charge la partie MFA au besoin. On va atterrir sur un dashboard, comme vous le voyez à l'écran, où on aura les données sauvegardées, les données génériques liées au protocole S3 et puis la volumétrie qui est disponible. Donc, les volumétries qu'a partagé Jean-Victor, qu'ont partagé Jean-Victor tout à l'heure, comme vous voyez, c'est 128 Tera par exemple pour cette appliance, mais c'est juste pour vous partager qu'en fait, c'est 128 Tera réellement utile. On ne parle pas de brut par rapport à utilisable, nous, on parle juste d'utile. Et comme vous voyez, en fait, on aura une vision du cluster, en l'occurrence ici, qu'on a actif dans notre environnement. On a un nœud sur le cluster avec 14 disques, 2 cartes réseau, et puis les buckets S3 que vous pouvez voir ici, on a 126 buckets, ce qui est pas mal pour un environnement, mais c'est clairement voilà, un environnement de démonstration sur lequel on atterrit. Si on parle d'autres visibilités qu'on a directement sur l'interface initiale, on aura bien sûr la visibilité sur le stockage, la consommation actuelle, la capacité aussi de faire du forecasting, même si dans ce cas-ci, c'est complètement plat et linéaire, vu que c'est un environnement de démonstration. Il y a très peu de variations, mais on peut le voir ici à l'écran, il y en a un petit peu. Et puis après, il y a d'autres métriques liées aux performances réseau, aux API S3, etc., qu'on peut aussi voir de manière initiale. Pour parcourir le reste de l'interface, on aura bien sûr en haut la barre d'outils avec la partie alerte, les événements liés événements sécurité, etc., où on a aussi l'aperçu ici en haut à droite. On aura les différentes sections paramétrage liées au compte aussi. Et puis après, sur la gauche, on aura quelques outils, notamment sur la partie monitoring, niveau cluster, donc ça c'est plutôt matériel, les buckets S3, l'aspect sécurité pour générer des clés d'accès à partir duquel on va s'intégrer avec Veeam. Et puis après, bien sûr, des endroits où on a la capacité de voir plus en approfondi les différentes alertes et les événements sécurité. Si je passe sur le premier onglet pour la partie monitoring, c'est juste pour vous montrer
à titre d'exemple les différents éléments qu'on peut voir de manière soit journalière, soit mensuelle ou hebdomadaire. On a la capacité d'aussi scinder au niveau du cluster, donc avoir les performances au niveau du cluster, mais aussi de les faire nœud par nœud. Si par exemple vous voulez faire une audit de justement les différentes performances, que ce soit au niveau réseau S3, les IOPS au niveau des disques, la partie CPU, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est une liste de quelques éléments qu'on a déjà intégrés, mais bien sûr c'est quelque chose qui va être amené à évoluer. On va rajouter d'autres éléments dont je vais parler dans quelques instants. Si on va sur la partie cluster, on va avoir la visibilité bien sûr des nœuds, et là en cliquant sur détail, moi j'ai la visibilité complète de ce qu'il y a réellement dans la boîte. Ici c'est schématique, mais on aura bien sûr les différents disques que vous voyez en vert sur la partie, sur le serveur en amont, avec en bleu le disque de spare, et puis en haut à droite, on a le cache NVMe, ce qui permet d'accélérer l'ingestion et donc bénéficier notamment des options d'accélération grâce au SOS API de Vie. À l'arrière, on aura les deux cartes réseau que vous pouvez voir en disponible et en vert, donc tous les voyants sont bons. Et puis après, il y aura l'adresse IP et voilà le statut du RAID, etc. Donc ça, c'est pour la partie matérielle au niveau du nœud. Si on part sur la partie réseau, on aura la capacité bien sûr de voir les deux adresses IP, donc les deux cartes réseau. À être assez clair par rapport à ceci, en fait, il ne faut pas renseigner ces deux adresses IP dans Vim, et ça, je vais vous le montrer dans un instant. On a besoin uniquement d'une adresse IP de la partie nœud, cluster, pardon, ce qui permettra automatiquement de s'intégrer, peu importe le nombre de nœuds derrière. Il ne faut pas renseigner chaque fois qu'on rajoute un nœud au cluster. Sur la partie réseau, on aura l'adresse IP, le DNS, le gateway et aussi les métriques. Donc ici, on est dans une configuration avec du 10 gigs par seconde en termes de vitesse, mais bien sûr, on a d'autres modèles qui ont la capacité de faire du 25 gigs. Donc si ça est un prérequis, on a cette capacité d'y répondre aussi. Pour la partie disque, on va directement passer sur cet onglet et on aura une visibilité complète de tous les disques qui sont disponibles. Donc, on a parlé de 14 disques au départ, c'est parce qu'on a les différents disques en RAID 6. Donc, on a bien sûr une redondance. On a un disque de spare qui est disponible ici. On le voit dans la colonne ici où il est écrit oui, c'est un disque de spare, un hot spare. Donc, ça prendra automatiquement le relais si vous avez une perte d'un disque quelconque. Et puis, bien sûr, on a notre cache NVMe qui fait 1,6 Tera pour l'ingestion de données, à savoir que sur les plus grands modèles, il est doublé. Donc, on est à 3,2 Tera pour notre plus grande B aujourd'hui. On a aussi deux cartes SSD avec le système d'exploitation. Donc, en fait, le but d'avoir, comme vous voyez, beaucoup de composants en doublé, donc les cartes réseau, les SSD, c'est pour avoir une vraie redondance au niveau du matériel, de manière à ce qu'il n'y ait pas de potentielle rupture de service liée à ce que ce soit un disque qui tombe, etc. Et le but aussi derrière de ne pas avoir cette même approche par rapport à le cache NVMe, c'est qu'aujourd'hui, on peut aussi faire de l'écriture directement vers les disques sans passer via des caches NVMe. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que cela fonctionne de manière assez fluide, même si on est dans un cas de figure où on perdait le cache NVMe, on ne serait pas pénalisé sur le long terme sur la partie ingestion de données. Donc, ça, c'est pour les différents éléments matériaux. Je vais plutôt passer là maintenant sur la partie intégration avec Vim et notamment les notions de bucket S3. Donc, on va, à partir de cet environnement et cet onglet, pouvoir créer un bucket. On va appeler ceci, par exemple, Webinar Tenexa. Comme ça, au moins, j'arriverai à le retrouver. 1, 2, 3. Et je vais bien sûr avoir cette case-ci qui est cochée par défaut. Pour avoir l'immuabilité intégrée, il faut avoir le versioning. Donc là, de toute manière, tout est préconfiguré. Pas besoin de faire autre chose. Et puis, j'aurai mon bucket qui va être créé, qui me permettra justement d'avoir la capacité d'effectuer des sauvegardes en mode complètement immuable. Une fois que j'ai fermé cet onglet, je vais repartir sur le dashboard parce que j'aurai besoin de ce point de service qui sera le point unique avec lequel on va s'intégrer via la partie Vim Backup et Réplication, une console que beaucoup d'entre vous connaissent déjà bien. Donc, pour la partie rajout de repository, vous allez voir, c'est très très simple. Ce sera le wizard Vim que vous connaissez sûrement assez bien pour ceux qui connaissent déjà le stockage objet. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir, c'est exactement pareil que ce que vous avez déjà dans les autres types de stockage Vim.
on va sélectionner le stockage objet. On est bien sûr S3 compatible parce qu'on s'intègre exclusivement avec le protocole S3 qui a été conçu par Amazon. Et donc, il y a plusieurs éléments qui nous ont fait choisir ce protocole. La partie sécurité, donc immuabilité intégrée. Et là où on se différencie de pas mal d'acteurs du marché, c'est qu'on fait de l'immuabilité exclusivement en mode conformité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux modes, le mode conformité et le mode gouvernance. Dans le mode gouvernance, il existe la capacité d'avoir un administrateur qui peut déverrouiller cette immuabilité ou bien la réduire. Dans notre cas de figure, nous, en fait, nos appliances sont préconfigurées en mode conformité exclusivement. Donc, même si demain, tous vos administrateurs perdaient leurs accès ou avaient des accès compromis, il n'y a aucune capacité de justement déverrouiller cette donnée. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on utilise ce protocole S3 en mode conformité et non en mode gouvernance. Ici, je vais juste mettre Webinar Tenexa pour le nom du repository. Je peux limiter les tâches qu'on peut lancer en parallèle. Moi, je ne vais pas le faire, ce n'est pas nécessaire dans ce cas de figure. Et puis là, on va me demander le service point. Et donc, ça, je vais repartir dans l'interface Outby et puis reprendre ici en copier-coller la partie service point que je vais pouvoir coller directement. Là, pour la partie région, parce que c'est basé sur un protocole qui était cloud, on a été obligé de garder cet élément parce que c'est dans la console BIM. C'est pas, mais par contre, on peut mettre n'importe quoi. Donc ici, moi, je peux mettre Paris, voilà, n'importe quelle ville dans laquelle vous êtes situé, mais vous pouvez même utiliser des noms qui vous sont propres par rapport voilà, à votre outil métier. Ça peut être intéressant. Mais bon, ça, c'est juste pour vous dire, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose qui est réellement un sens géographique. Après, on va pouvoir rajouter les différents credentials. Et c'est là où, en fait, moi, je vais repartir dans mon interface Outby pour générer ce qu'on appelle les clés S3 de sécurité qui seront visibles que à la création initiale. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir cette partie, de faire un copier-coller et sinon, il faudra régénérer une clé. Ici, dans mon cas de figure, moi, je suis un administrateur avec la capacité de générer ces clés de manière indépendante. Mais par contre, on peut mettre en place du MFA et aussi d'obliger à ce que plusieurs personnes doivent mettre leur autorisation pour créer ces clés. Donc, de manière à sécuriser encore plus ces capacités de créer des clés et donc potentiellement créer des buckets S3. Suite à cela, j'aurai la visibilité des différentes clés. Donc, la clé d'accès, je vais la rajouter ici. Et puis après, il y aura la partie Secret Access Key qui, elle, ne sera visible que pendant l'ouverture de cette fenêtre. Donc, c'est pour ça que c'est important de la garder précisément. Et suite à cela, je vais pouvoir continuer l'installation. Donc, maintenant que j'ai terminé, je ferme bien sûr cet aspect-là et je vois les différentes clés qui ont été créées, mais par contre, j'ai aucune capacité d'avoir la vision sur la clé secrète qui est associée. Donc, c'est pour ça que c'est à usage unique par rapport à ces clés. Mais par contre, si demain, je me dis, OK, moi, j'ai par exemple un utilisateur, voilà, mon collègue, par exemple, Miguel, basé en Espagne, j'ai envie voilà, que lui ne puisse plus utiliser ces clés, bah, je peux effacer ces clés en tant qu'administrateur, par exemple, pour l'empêcher de recréer un repository avec cette même clé, par exemple. Donc, si je repasse sur la partie bucket, dans l'interface, bah, j'ai la capacité de dire, OK, moi, je vais sélectionner mon bucket que j'ai créé. Dans ce cas-ci, c'était Webinar Tenexa, donc bien sûr, c'est tout en bas. Voilà, Webinar Tenexa 1, 2, 3. Et là, en fait, j'aurai la capacité de créer un folder où on va déposer nos différentes données de sauvegarde. Donc, je vais l'appeler sauvegarde dans ce cas de figure pour simplifier. Et puis après, là, je vais faire exprès pour créer une limite sur la partie consommation de stockage. Donc là, vu que je sais que c'est du stockage immuable et que je ne vais pas consommer plus qu'un certain nombre, je vais mettre une limite de 1 teraoctet. Mais par contre, ici, c'est pour vous montrer qu'on a une immuabilité embarquée. Si moi, je ne coche pas la case immuabilité ici et que j'appuie Next, j'ai directement un message d'erreur. Donc, c'est pour vous partager aujourd'hui, quand on dit qu'on est immuable par défaut, en fait, on n'arrive même pas à configurer ce repository de stockage si on ne l'a pas configuré avec un minimum de jours d'immuabilité. Donc, ceci veut dire que demain, si vous oubliez de mettre une rétention
sur vos données, si elles sont écrites vers ce bucket S3, il y aura par défaut à minima 7 jours de rétention, peu importe ce que vous y avez mis. Et ça, c'est assez important, c'est qu'aujourd'hui, pour la partie sauvegarde, on voit l'immuabilité comme quelque chose qui doit être mis par défaut et que même les erreurs utilisateurs, ça peut arriver, peu importe l'entreprise ou voilà, l'entité publique, mais c'est une des manières dans lesquelles on peut se prémunir de ce genre de risque. Suite à ça, moi, je vais pouvoir appuyer sur Next, 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 comme d'habitude avec les outils Vim. Et donc, on aura la capacité de générer le repository à partir duquel on pourra commencer à effectuer des sauvegardes. Et donc, comme vous le voyez aussi dans le chat, n'hésitez pas à envoyer soit en message direct, soit dans le chat les questions que vous auriez sur le sujet. Et donc, on aura bien sûr ici, comme vous le voyez, différents éléments qui ont été déployés pour la partie Object Storage avec Vim. Et donc ici, il y a différents éléments. Donc, par exemple, le seul warning, c'est qu'en fait, on n'a pas la création de buckets automatiques qui a été créé. Et ça, c'est pour des raisons de sécurité. On ne veut pas que quelqu'un puisse se dire, on va créer des buckets et saturer le stockage avec des buckets vides, donc des zones de stockage vides comme vecteur d'attaque. Donc, c'est pour ça qu'on a ce seul warning en disant c'est pas quelque chose auquel Vim a accès, mais c'est voulu. Donc, je vous le partage ça, juste comme ça. Vous savez pourquoi il y a un point d'exclamation à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a terminé cette partie configuration, on aura bien sûr la limite, et puis après la partie immuabilité sur 7 jours, et puis après le service point qu'on a détaillé sur notre bucket webinaire Tenexa 1.2.3 dans le fichier sauvegarde. Donc, ça, c'est pour la partie configuration et intégration avec Vim. Et moi, je vais repasser sur la partie interface web Outbee pour juste vous montrer l'un ou l'autre élément assez rapidement avant de passer sur la partie questions-réponses. Donc, le premier élément que j'allais vous partager, c'est quand on va dans les paramétrages, c'est la partie sécurité. Donc, déjà, en fait, quelque chose qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, on a la capacité, bien sûr, de désactiver la capacité de connecter en SSH, ce que nous, on préconise de le faire sur le niveau de l'appliance. Et aussi, l'autre aspect qui est assez intéressant, c'est la capacité d'effectuer du whitelisting au niveau des adresses IP qui peuvent se connecter à l'interface. Donc ça, c'est assez important pour justement pouvoir cibler et s'assurer qu'il n'y a pas des personnes externes à vos organisations qui peuvent accéder même à cette appliance. L'autre aspect au niveau sécurité qui est assez important, c'est la partie protocole NTP qui accepte le NTS. Donc le protocole NTS aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous permet d'augmenter la sécurité parce que justement, il y a des tokens de validation qui permettent de s'assurer que le temps n'est pas trafiqué. Parce que c'est bien d'avoir des solutions aujourd'hui immuables qui se disent verrouillées sur une certaine durée, mais si on arrive à simuler une avancée de chronomètre interne, par défaut, en fait, ça débloque l'immuabilité. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que oui, on a la capacité de prendre en compte le NTS avec Object First pour justement sécuriser cet aspect-là. Au niveau des parties mises à jour, on a la capacité d'avoir toutes les différentes notifications dans la partie alerte que j'ai partagée qui sont envoyées soit via serveur SMTP, soit en outil de log du style syslog avec différents niveaux qu'on veut remonter, par exemple information, warning, les erreurs, les choses critiques, et aussi avec une liste des événements qu'on peut remonter dans ces outils. Donc, si vous utilisez déjà des outils de monitoring, voilà, Jean-Victor a parlé de Splunk, on a du Datadog, ainsi de suite. On peut déjà remonter tous ces genres d'alertes dans les différents outils. Et comme vous voyez, on a une liste assez étendue des différents codes d'erreur qu'on peut, pas seulement des codes d'erreur, hein, ça peut être par exemple lié au stockage, consommation, etc., qu'on peut remonter dans vos outils internes. L'autre aspect aussi qui est assez important quand on parle d'immuabilité, c'est la capacité de gestion du stockage, qu'on ait une alerte, par exemple, quand on arrive au-delà d'un certain seuil. Et le dernier aspect que je vais vous partager, c'est la partie mise à jour pour vous partager que justement, quand on dit qu'on maîtrise tout le stack technologique, aujourd'hui, on a la capacité de faire toutes les mises à jour, que ce soit niveau système d'exploitation, que ce soit lié au protocole S3, que ce soit lié, par exemple, au firmware, BIOS, et ainsi de suite. Tout cela est la responsabilité d'Object First de sécuriser. Donc, ça vous allège ces tâches hebdomadaires
chez vous. Et en plus, cela facilite la partie déploiement. Et on fait ça de manière transparente. Donc là, si je fais mise à jour du cluster, on aura par exemple tout ce qui est lié au RAID, tout ce qui est lié à la version d'Object First, et puis aussi les différents éléments qui sont décrits ici dessous. Donc la sécurité, la partie interface web, la partie S3 Server, et ainsi de suite. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, tous ces différents éléments, c'est nous qui les maîtrisons pour vous assister sur cette partie-là. Et c'est en un clic pour installer sur l'entièreté du cluster. Ça fera nœud par nœud du cluster. Donc voilà pour moi pour la démonstration. Merci déjà pour votre écoute. Et puis nous sommes là pour vos questions et d'autres interrogations que vous auriez sur le sujet. Merci beaucoup. N'hésitez pas Merci à vous, à tous les quatre. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet conversation que vous avez à votre disposition, si vous en avez. Et je pense que c'est même possible d'en envoyer en direct vers si je ne me trompe pas. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous, Jean-Victor et Dorsan. Est-ce que votre stockage utilise de l'Erasure Coding? Dorsan. Donc aujourd'hui, en fait, nous, on ne fait pas de l'Erasure Coding pour la simple raison que nous, on s'inscrit dans une politique où on respecte la règle des 3-2-1, donc 3 copies de données sur 2 stockages différents minimum, 2 types de médias différents, dont un immuable. Donc nous, en fait, on ne va pas faire de la redondance, on va dire, sur le nœud lui-même, parce qu'en fait, c'est consommateur au niveau stockage et ça pénalise au niveau performance de restauration. Donc notre positionnement, c'est que la partie Object First, donc notre appliance ODB, ne sera pas l'unique copie de vos sauvegardes. Donc vous auriez potentiellement, par exemple, et je sais que chez Tenexa, ils ont un catalogue assez étoffé de partenaires technologiques. Donc on pourrait, par exemple, dire, on a d'un côté de l'Object First, et puis après, de l'autre côté, on aura peut-être une autre solution avec une autre type d'immuabilité, du style appliance de déduplication. Et en fait, on s'inscrit dans cette stratégie d'avoir des médias différents. Et c'est pour cette raison-là qu'on ne fait pas de l'erasure coding sur notre appliance elle-même pour avoir cette capacité d'être efficace sur la restauration. Il y a une autre question de Yann Joss. Peut-on répliquer une appliance Object First vers une autre appliance sur un autre site, par exemple? Oui, donc aujourd'hui, ce ne sera pas fait du tout d'appliance à appliance en direct. Ce sera obligatoirement via Vim. La raison pour laquelle on le fait de cette manière-là, c'est que si par exemple on a une corruption sur une appliance, qu'on n'ait pas une propagation de cette corruption sur l'autre appliance en mode immuable. Tandis que si on passe via Vim, on aura à chaque fois la console VBR, pas la console VMR, le logiciel Vim qui va faire une vérification au niveau des blocs avant de l'écrire sur la deuxième appliance. Donc ce n'est pas en direct, mais oui, c'est faisable. Alors, juste pour conforter les propos de Dorsan, en effet, la réplication, elle n'est pas native liée aux problèmes qui sont affichés en cas de corruption. Cependant, à travers Vim, donc soit à travers un backup copy job, soit à travers un sober où on fait une copie des données, à ce moment-là, vous avez la réplication en fait qui peut se faire. Et en effet, il y a les mécanismes internes de Vim qui prémunissent en fait de corruption de bloc, et donc du coup, pas de copie s'il y a corruption. Voilà. Merci à vous. J'ai une autre question. Est-ce que Object First a des certifications liées à l'ANSI? Donc, pour les certifications liées à l'ANSI, on n'en a pas de manière assez transparente, mais on travaille avec des organismes qui sont certifiés HDS, ISO 27001, notamment dont fait partie Tenexa. Et aussi, on a des certifications équivalentes. On y travaille en ce moment, mais ce n'est pas, on va dire, un frein pour nous par rapport à la clientèle cible qu'on a aujourd'hui. Mais si cela est un prérequis pour vous, n'hésitez pas à nous contacter pour voir exactement quel niveau de certification on a qui pourrait être équivalent à ce que propose l'ANSI aujourd'hui. Et je vois une autre question dans le chat. Si on a un problème de saturation de stockage, vu qu'on ne peut pas toucher à l'immuabilité, on est obligé de racheter du stockage. Effectivement, si vous voulez garder vos données, vous êtes complètement
obligé de racheter du stockage. Le seul cas de figure où on pourrait libérer du stockage, c'est si on fait un reset usine, où c'est une validation de la part de l'ingénieur avant-vente, du support Object First, ainsi que 2 personnes chez le client final, pour justement valider que c'est l'unique option pour justement libérer de l'espace, ou bien qu'il y a une raison pour laquelle on a besoin de faire ce reset usine. C'est assez lourd comme procédure à faire, et on veut que ce soit lourd pour que ce soit complexe et pas simple à faire, et qu'il n'y ait pas une personne chez Object First qui ne puisse le faire, ni chez le client, de manière à ce qu'on puisse faire ce reset. Donc c'est faisable, mais par contre, clairement, si vous voulez garder vos données là-dessus, il faut faire un rachat de stockage. C'est pour ça aussi qu'il y a des outils de forecast et de capacity planning au sein même de l'appliance pour éviter d'arriver à une saturation et pouvoir prévoir les aussi budgets pour ajouter un autre point. Oui, désolé, Olivier. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais aussi rajouter, c'est pour ça que aussi dans la console Vim, j'ai montré qu'on peut limiter, on va dire, les repositories Vim en disant ne relance pas des nouvelles sauvegardes au-delà d'un certain seuil. Donc, si j'ai limité, par exemple, un bucket à 10 Tera, si on arrive au-delà des 10 Tera, directement, on ne pourra que lancer des sauvegardes de manière manuelle, de manière à ce que, justement, on ait un peu une capacité garde-fou à ce niveau-là. Et puis là, je vois une autre question pour Jean-Victor. Très intéressant, la solution Woodbee, le budget est-il lié au volume et au nombre d'années de rétention? Alors, le budget, en fait, donc, comment ça va se passer? C'est que déjà, on va établir un sizing pour savoir exactement de combien de Tera vous avez besoin. Ça va se faire avec Tenexa et avec nous-mêmes. On a un outil de sizing. Une fois que ça sera défini, on va vous fournir, ce sizing va se faire sur une projection généralement 3 à 5 ans. Et en fonction de ce sizing, on va vous fournir donc l'appliance qui correspondra le mieux. Cette appliance, donc, vous en êtes propriétaire et vous allez payer minimum 3 ans. Quand on va vous la livrer, minimum les livrer avec 3 ans de support. On ne peut pas faire en dessous. Et si vous le souhaitez, on peut anticiper avec du 5 ans de support, voire même du 7 ans sur certaines appliances. Voilà comment ça se passe. Et après, le coût au Tera, j'ai envie de dire, va être bien évidemment dégressif en fonction du nombre de Tera dont on va avoir besoin. A-t-il un engagement de prix de durée pour maintenir une appliance? On peut le garder 5, 7, 10. Alors, y a-t-il un engagement de prix de durée pour maintenir une appliance? Alors là, vous parlez certainement de la partie souscription, je pense. Oui. Alors, donc la partie souscription, oui, il y a un engagement d'1 an, en fait. C'est-à-dire qu'on va faire, c'est la même logique, c'est-à-dire qu'on va faire un sizing. Ce sizing, ça correspond à un engagement. Cet engagement va être valable pendant 1 an. Par exemple, on fait un sizing ensemble, on part sur 40 Tera. Donc, vous allez être facturé mensuellement tous les mois pour 40 Tera sur 1 an, donc sur 12 mois. Si au bout du mois 6 ou au bout du mois 7, vous ne consommez pas 40 mais 45, il y aura une régule de 5 Tera du coup qui sera appliquée le mois suivant. Si jamais vous souhaitez donc faire évoluer votre contrat et de passer du seuil de 40 Tera au seuil de 50 Tera, par exemple, ça peut être fait à tout moment. On va dire l'upgrade peut être fait à tout moment. Par contre, l'inverse, c'est-à-dire le downgrade, lui, pourra être fait qu'au bout d'1 an. Donc, si je reprends mon exemple de 40 Tera et que vous consommez que 30, il faudra attendre la fin des 1 an pour pouvoir modifier votre contrat et avoir un contrat de 30 Tera et non plus de 40. Voilà. Mais généralement, ce cas arrive quand même assez rarement, puisque, bon, à partir du moment où on fait un sizing et qu'on s'implique tous, et surtout un sizing sur 12 mois, bon, on est quand même, on a une marge d'erreur qui est quand même assez limitée sur cette partie. Et puis, par expérience de ce qu'on voit aujourd'hui, on a plutôt une explosion des données plutôt qu'une diminution des données. Exactement, C'est en parallèle des données de production. Donc, et aussi, j'allais rajouter un autre élément. C'est que typiquement, quand on propose cette option, c'est qu'on va plutôt faire un sizing, même si vous vous dites, OK, moi, je vais faire,
voilà, je vais souscrire pendant 1 an, on va vous fournir une appliance qui sera en capacité de tenir 3 à 5 ans. Et puis après, c'est à vous de décider si vous souhaitez renouveler à partir de l'année 2. Mais par contre, l'avantage, c'est que derrière, vous ne payez que la volumétrie pour laquelle vous avez souscrit cette première année. Donc, même si vous avez une appliance de 128 Tera, vous payerez que les 40 Tera auxquels vous avez souscrit. Donc, c'est ça l'avantage, c'est que vous avez la capacité d'évolution sans pour autant devoir payer le coût d'une appliance 128 Tera, par exemple. C'est ça. Et donc, il y a une autre question. Que se passe-t-il lors de la restauration des données lorsque les données sont corrompues, pardon. Alors, ça, c'est vrai que c'est une question qu'on a assez régulièrement, de dire comment ça se passe si jamais les données qui sont hébergées par Object First sont corrompues. Donc, nous, notre travail, c'est pas de vérifier le fait que la donnée a été corrompue ou pas. Le travail d'Object First, c'est de faire en sorte que cette donnée ne pourra ni être modifiable ni être supprimable, donc elle est immuable. Ce travail de vérifier que la donnée n'est pas corrompue, il est chez Vim. C'est-à-dire que Vim a tout un tas de fonctionnalités. Donc, il y a par exemple Sure Backup, qui vous permet de vérifier que les données que vous avez sauvegardées ne sont pas corrompues. Et vous pouvez également faire des tests de restauration dans un bac à sable, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça vous permet également de vérifier non seulement que vos données au moment de la sauvegarde ne sont pas corrompues, mais également si jamais ça été passé à la trappe, vous pouvez lancer des tests de restauration de manière à vérifier au niveau de la restauration, la donnée n'a pas été corrompue. Donc ça, ce travail, si vous voulez, il est plus côté Vim. Je ne sais pas si Dorsan, tu veux ajouter des Oui, en éléments à fait, ça. j'allais aussi rajouter un autre élément, voilà, qu'aussi, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on préconise toujours de respecter les règles de Vim, 3, 2, 1 à 0, en se disant, j'ai pas toutes mes données sur le même stockage. Même si c'est chez Object First, on va scinder en se disant, OK, j'ai un autre niveau de service, voilà, autre part, sur par exemple une appliance, voilà, que ce soit sur des bandes LTO, peu importe. Et donc, en fait, cela permettra d'avoir cette capacité voilà, de justement se dire, j'ai au moins une copie qui n'est pas corrompue. Mais effectivement, c'est testé via Vim. Très bien. Merci Dorsan. On arrive au terme de ce webinaire. C'était passionnant. Donc, je pense qu'il est temps de clôturer. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Un grand merci également à nos 4 intervenants, donc Dorsan, Jérôme, Jean-Victor et Olivier, pour la qualité de cet échange et la démonstration. Mais n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet www.tenexa.com et à nous suivre sur notre page LinkedIn. On partage pas mal d'actualités et nos prochains événements. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez approfondir le sujet du jour ou échanger plus en détail sur vos enjeux. Encore merci pour votre présence et puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci à Merci tous pour votre beaucoup. écoute. Merci à tous. Merci Bérangère Merci pour pour l'accueil. l'organisation parfaite. Merci à vous. Merci. Beaucoup. Bonne journée. Merci à votre Bonne disposition. journée. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.